54 communes à travers tout le Bénin. Patrice Talon entreprend depuis jeudi dernier une tournée inédite au contact des Béninois. Symboliquement entamée par Savey Tchaourou, on peut d'ores et déjà se rendre compte que la liesse populaire est au rendez-vous. Pendant ce temps, la perspective de la prochaine présidentielle semble vouloir raviver les démons de la division du côté des forces Cori.Bénin émergents. Yaro Hunkwe, la rupture est que la rupture est déjà consommée. La guerre des chefs aura-t-elle lieu? Qu'en penseront nos deux dualistes de ces deux sujets? Le duel de ce dimanche, c'est politique, c'est parti. Bonjour de l'Ofaton. Bonjour Xavier, bonjour chers téléspectateurs. Antoine Anoukonou. Bonjour Xavier. Alors, le chef de l'État est en tournée depuis jeudi dernier. Les populations sont de sortie. Les Béninois aiment leur chef. On a l'impression qu'il y a des paroles fortes qui ont été distillées ici et là, surtout à Savey et à Tchaourou. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je ne trouve rien d'anormal ou bien rien d'extraordinaire. Il n'y a pas une tournée aussi inédite. Il y a un chef de l'État, quand il est élu, doit normalement aller voir la population de temps en temps pour vivre ce qu'elles vivent au quotidien, pas tous les jours, mais quand même de temps en temps. Mais le nôtre a choisi de faire 4 ans avant d'aller au contact de la population qu'il a élue. Et c'est pratiquement à la veille des élections qu'il va. Je pense que la population n'est pas dupe. Elle sait ce qui se fait et que ce n'est pas une visite à elle. C'est une stratégie de communication politique pour se redonner de la popularité, comme on n'en a pas du tout et qu'on l'a reconnu il y a quelques jours. On est sorti pour quémander, je veux dire, à la limite de la popularité. C'est bon, en tant qu'acteur politique, je n'ai rien à y reprocher parce qu'il est dans son rôle d'acteur politique, mais pas dans son rôle de chef de l'État. J'aurais voulu le voir dans le rôle de chef de l'État, où de temps en temps, il devrait aller quand même après le 16 novembre 2016, qu'il était rendu à Parakou pour dire à la population de serrer la ceinture. Il n'est pas retourné leur dire que la ceinture est desserrée. Et la dernière fois, quand il était là, il n'était pas là pour leur parler réellement de ce qu'il a fait. Il n'était pas là pour faire un compte rendu des 5 années. J'ai lu, et c'est déplorable, pas en tant qu'acteur politique, mais en tant que Béninois. J'ai lu une cacophonie dans le discours du chef de l'État le long de ses sorties. J'ai lu des postures qui ne sont pas cohérentes. Depuis Cotonou jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est la celle de communication de l'État qui ne travaille pas? Ou bien c'est lui qui n'écoute pas ça, celle de communication? Parce que la communication, elle est à la limite, excusez-moi, de plus risible. Parce qu'elle manque simplement de cohérence et de pertinence. Quand vous voyez la première sortie, c'était à Cotonou, où le chef d'État était allé dans un habit que tout le monde connaît, les souvenirs que la ville nous ravive, 2 souvenirs majeurs, la période des premières et deuxième guerres mondiales, et après elle nous ravive la période coloniale au Bénin et la période révolutionnaire. Bon, c'est vous qui le Bénin. Non, elle nous rappelle la période coloniale. Non, c'est pas. Ces images, écoutez, nous sommes des humains et le jeu politique, c'est un champ de symboles. Et quand après la première sortie, il sort dans cette posture de guerre, milieu de guerre, de quelqu'un qui veut affronter son peuple et les femmes, et que les jours qui viennent, je le vois à Savey, après cette sortie, je dirais, militaire et à la limite arrogante qu'il a eu à faire à Cotonou, je le vois dans une tenue blanche à Savey et dans une autre posture. À Savey, il dit, mais où est la cohérence entre les deux? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Cotonou? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Tchaourou? Et c'est là où le comble est venu, c'est à Tchaourou, à Savey, quand j'ai commencé par dire que l'argent qui ne circule pas, c'est l'argent volé. Et que les fonctionnaires continuent de payer, de prendre leur salaire. J'ai dit, mais mon Dieu, que se passe-t-il avec ce pays? Parce qu'en 2016, il a été élu, non pas sur la promesse de l'argent volé, mais sur la promesse de faire vivre les Béninois, d'aider les Béninois à ce que nous puissions mieux nous porter. Et quand, après 4 ans, il tombe dans le dilatoire, parce que c'est du dilatoire pur, et ce qu'il dit comme argumentaire ne tient pas debout, parce que c'est à la limite, c'est devant nous tous, quoi. Les politiques donnent de l'argent aux populations quand? 1 ou 2 fois au cours d'un mandat, pour la période électorale. Mais à part cette période
électorale. Donc, serait-ce normal? Écoutez, c'est normal que dans un système politique où la politique donne de l'argent. C'est normal dans le système politique où nous sommes aujourd'hui au Bénin. Ce n'est pas moi qui vais changer la réalité. La réalité est telle que en quelques années on l'a institué. Mais ce n'était pas ça qui faisait que les gens circulent dans le pays. Tout le monde sait ce qui fait que les gens circulent dans le pays. On sait que pour que les gens circulent dans le pays, il faut que je prends l'exemple simple, le pauvre étudiant puisse prendre sa bourse et qu'il puisse économiser certaines économies pour faire des affaires. Aujourd'hui, qu'en est-il de leur bourse? Quand on prend les produits phares que le Bénin vend, l'anacade, quand on prend le soja, quand on prend le coton et qu'on sort, quel est le coût de revient aujourd'hui, le prix fixé aujourd'hui aux paysans par rapport à l'achat? Le coût aujourd'hui par rapport à hier, qu'est-ce qui s'est passé pour que le coût diminue de manière drastique? Quand hier, il y avait les marchés publics, et que plusieurs entreprises, même les entreprises les plus petites, pouvaient participer pour aller chercher des ressources, exécuter des marchés publics et mener leur activité et revenir dans le marché acheté. Si aujourd'hui les marchés publics sont réduits à un groupuscule d'individus, à un clan fermé, restreint, et que c'est ceux-là qui ont les sous, et que ceux hier qui avaient la possibilité d'avoir ces marchés publics, de les exécuter pour nourrir le système, ne peut plus l'avoir. Quand vous avez dégraissé les grands secteurs de l'économie béninoise et les sociétés d'État, quand vous avez mis les gens au chômage et qui ne peuvent pas avoir de l'argent pour aller sur le marché acheter, il y a problème. Quand hier, ceux qui étaient les jeunes enseignants qui étaient vacataires, qui avaient des ressources hier, aujourd'hui ont vu leurs ressources diminuer de manière drastique et qu'ils sont là à tourner, à se poser des questions, et que hier, en 2019, il était 15 000 et qu'aujourd'hui sont à 10 000. Les causes sont là, mais quand j'ai l'État choisi de faire des dilateurs, de passer carrément à côté et de prendre la population béninoise comme des idiots, je dis mais c'est une posture qui à la limite me met mal à l'aise et je me dis que je ne veux pas ouvrir la com du chef de l'État. Voilà, monsieur Adoukonou. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, mais nous irons à l'essentiel puisque il ne faut pas prendre tout pour faire la politique. Nous irons à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que c'est le 7 décembre du chef de l'État va permettre au chef de l'État d'aller au-delà des fiches techniques qui lui sont présentées, des rapports qui lui sont faits par les préfets à travers le cadre, les comptes rendus qui lui sont faits par les hommes politiques sur l'évolution des chantiers qui ont été mis en jeu dans le pays, etc. Au-delà de toutes ces informations que le chef de l'État a eues, cette descente va lui permettre maintenant de faire face à la réalité et de voir de visu ce qui est vrai, ce qui est faux, et de voir ce qu'il faut améliorer. Et les populations même qui avaient le retour à travers les hommes politiques, à travers les maires, les préfets, auront aussi l'occasion de faire face au premier Béninois lui-même pour pouvoir échanger. Et dans l'ensemble, c'est ce que nous avons observé sur la tournée. Et vous allez voir que les populations étaient en liesse parce que dans les discours que j'ai suivis au niveau des différentes communes parcourues, les maires n'encensent pas seulement le chef de l'État sans être précis. Ils disent que dans ma localité, j'ai eu des cantines scolaires. Dans ma localité, j'ai eu des voies de pavage. Dans ma localité, j'ai eu des voies d'assainissement. Dans ma localité, les populations ont désormais l'eau potable. Dans ma localité, plusieurs zones sont électrifiées. C'est-à-dire que les maires donnaient des précisions. Et donc, je crois qu'en réalité, au-delà de l'aspect politique qu'on pouvait coller à cette tournée, parce que le chef d'État est un homme politique, donc dire on ne peut pas séparer la politique de ce qu'il fait, ben, tout ça. Mais la réalité, c'est que on constate que les populations ont fait un bilan très élogieux des 4 ans et demi de gestion du président Patrice Talon. C'est ce que moi je vois de façon concrète. Maintenant, mon ami a abordé certaines questions. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je dois lui dire, est-ce qu'il est d'accord que lorsque on siphonne, on vole l'argent de l'État et que désormais
avec l'assainissement des finances publiques, il n'y a plus cette possibilité que ça peut avoir un impact sur la circulation sans contrôle de la monnaie, de l'argent. Ça, c'est de toute évidence. Hein. C'est-à-dire que je prends un monsieur X, c'est-à-dire que qui au-delà de son revenu permanent, va au boulot, il peut revenir avec 10 millions, 20 millions. Mais s'il veut appeler un maçon pour travailler, bon, il va appeler, on fait le devis, il ne discute pas, il donne l'argent. S'il va dans sa belle famille, il intéresse ceux qui ne doivent pas intéresser. Et tous ceux-là vivent de cela et estiment que la vie est bonne. Mais dès qu'on ferme la boucle ici, c'est que toute cette ligne-là va se sentir parce que, en fait, le revenu permanent ne permet pas de ce train de vie. Donc, si on dit aujourd'hui que l'argent qui ne circule pas, c'est l'argent volé, c'est pour nous dire qu'en fait, nous devons établir nos consommations sur les revenus permanents et que, en fait, ce qui se faisait, il y avait beaucoup de revenus non permanents sans source fixe qui étaient un peu partout dans le pays. Et donc, l'assainissement des finances publiques a permis de mettre fin à la CI dans ce sens. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut au moins reconnaître que ça là est vrai, même si on a d'autres hypothèses à avancer. Mais dire que ça là, ça ne compte pas, ça m'étonnerait. Donc, je voudrais poser la question à Delors Faton. Donc, quand les élus communaux, les maires, même sur ce tronçon-là, des maires de votre parti, égrènent les uns après les autres, les réalisations dont leur commune ont bénéficié, vous trouvez peut-être qu'ils sont à côté de la plaque ou bien ils en sensent quelque chose qui n'existe pas. J'ai suivi le maire de Savais parler, c'est un maire FCBE. Oui. Et il a égrené, comme vous l'avez dit, les réalisations du gouvernement en place. Mais vous savez, l'État a une continuité. On va rentrer dans les détails de la continuité par rapport aux réalisations dont il a parlé. Mais de quoi a-t-il parlé concrètement qui ne soient pas des choses ordinaires de l'État? Il a parlé de barrages, il a parlé de l'électricité, du courant et de l'eau. Mais sa commune avait de courant. On a seulement étendu un peu l'électrification. Sa commune avait de l'eau. On a élargi un peu la couverture de l'eau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a été fait. Mais j'aurais voulu voir qu'ils me disent que les jeunes de ma localité ont eu de l'emploi. J'aurais voulu voir qu'ils me disent que l'économie locale a bougé. J'aurais voulu voir qu'ils me disent que depuis que le chef d'État est là, on a senti que l'assiette fiscale de la mairie de Savais a augmenté. Qu'ils me disent que l'investissement direct de l'État dans Savais, pas l'investissement à travers les fonds FADEC qui consomment. Les fonds FADEC, c'est l'État. Est augmenté. Oui. Rien, ça n'a pas augmenté, ça a diminué. On le connaît. Ça a diminué le long des années. On le sait, c'est pas nouveau. Mais quand le chef d'État lui-même dit à la population qu'il est censé rendre heureux, il reconnaît que l'argent ne circule pas, et c'est après 4 ans qu'il le reconnaît. Il y a un problème, il va passer 4 ans à assainir les finances de l'État. Il n'a pas été élu pour assainir les finances de l'État. Il a été élu pour... il n'a pas été élu pour assainir les finances de l'État. Oui, il a été élu pour assainir les finances de l'État et créer de la richesse. Vous comprenez? Alors quand il passe 4 ans à assainir les finances de l'État, il y a un problème. Alors ça veut dire qu'il va parler sur le mandat à ne qu'assainir les finances de l'État. Et c'est après 4 ans qu'il le dit. Et des partisans le soutiennent dans cette posture. Et il dit après 4 ans qu'il n'a pas réussi à ce que l'argent circule. C'est-à-dire que pour lui, si l'argent volé dont il parle quitte le système, c'est fini. On doit mourir. Alors quelle est la stratégie qu'il a mise en place pour qu'après 1 an, qu'il ait assaini, soi-disant, l'économie, même si je lui conseille qu'il ne va pas faire le débat sur son assainissement, on connaît ce qui est derrière. Même si je lui concède, il peut quand même passer 1 an à assainir. Et 3 ans, les 3 années qui restent, à quand même faire rentrer l'argent qui passe normal. Mais où est l'argent normal dont il parle là? Pourquoi l'argent normal n'est pas rentré dans le pays après 4 ans? Si c'est assaini l'os, parce qu'il peut passer quand même 4 ans à dégager l'argent normal du pays. Les voleurs sont où? Si les voleurs ont été dégagés du système, et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent propre pour que les populations ne l'aient pas? Parce qu'ils reconnaissent que l'argent propre n'existe pas dans la situation. Ils reconnaissent qu'on a faim. Ils reconnaissent que les gens ne mangent pas le fait que hier ils mangeaient et que si ils mangent avec l'argent sale, aujourd'hui ils ne mangent plus. Parce que l'argent sale, c'est dans ma langue, on dit, l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur, on dit dans ma langue. Et tout le monde le sait. L'argent n'a pas de couleur. L'argent, c'est l'argent. Pourvu que l'argent aide les populations à se nourrir. Je ne veux pas parler de la criminalité autre, mais si lui, chef de l'État, il pense, parce que ce n'est pas un diagnostic qu'il fait aujourd'hui. On le fait depuis 1960. Moi, j'ai lu, face aux impasses de Apiti, qu'il a écrit en 1967,
où il disait déjà les mêmes problèmes. Il en parlait depuis, on en parlait, il y a des ouvriers qui sont sur ça. Si après, nous avons été, lui connaît la situation et que lui-même reconnaît qu'il était parmi les distributeurs de l'Alliance Sale, il a dit. Il a dit, il reconnaît quand même qu'il a été distributeur de l'Alliance Sale. Et ses partisans aussi le disent. Quand mon aîné a renvoyé Blaise Consort, disent qu'ils ont trimballé 400 millions de consorts. C'est qu'ici, il sait qu'il est promoteur. Si c'est que les promoteurs aussi de l'Alliance Sale et qu'aujourd'hui, il est élu, qu'après 5 ans, il vient encore dire qu'il n'y a que ça, ça veut dire qu'il a passé 5 ans à s'interdire lui-même de mettre l'Alliance Sale. Parce qu'il est parmi ceux qui ont mis l'Alliance Sale. Il devait connaître la solution pour nous aider. S'il n'a pas aidé, il a échoué. Il faut qu'il reconnaisse, il faut qu'il dans sa tournée, il le dise au moins à un endroit que j'ai échoué en 5 ans. Et qu'en 5 ans, le boulot n'a pas été fait. Et que je ne suis pas capable de faire le boulot. Qu'il n'aille pas dire autre chose à la population. Il est incapable de gérer ce pays après 5 ans. Et il faut qu'il le reconnaisse quelque part au moins. Peut-être que le reconnaître pourrait aider à revoir son cas. Mais s'il ne le reconnaît pas, il aura manqué à une grande partie de sa tournée. Et parce que vous savez, non. Cette affaire-là, le chef d'État, là, c'est comme si il n'est pas allé parler pour la population. Il est allé pour demander sa popularité qui est en baisse de manière drastique. Parce que vous avez vu, le discours change de manière stratégique. À Savais, il a dit je pardonne. Vous comprenez? Et après. À Savais ou à Tchaourou? À Savais. Il a dit d'abord je pardonne à Savais. Et quand il vient à chaque endroit, le discours change. Et le discours, je dis, ça manque de cohérence le long de la trajectoire. À des endroits, il dit que je vais dans le récépissé. À certains. Et à des endroits, il dit je veux que vous soyez candidat. Vous comprenez? Il dit mais il est allé vraiment faire quoi en se promenant avec les patrimoines de l'État béninois? C'est nos sous. S'il n'est pas allé faire les fiches, si c'est pour faire les fiches dont on parle, mon frère là, il devrait partir au moins après 1 an de PAG là. Parce que pour faire les fiches là, les fiches doivent aider à améliorer la gouvernance. Si c'est en fait de mandat qu'il veut faire les fiches, ça veut dire qu'il veut dire aux populations béninoises, j'ai déjà fait ce qui est bon, donnez-moi un autre mandat pour que je revienne encore pour vous affamer. Qu'ils disent ce qu'il a dit tout à l'heure là, qu'il a échoué, qu'ils disent au moins le niveau de la ceinture. Aujourd'hui, parce qu'il est déjà passé par la cour, il n'est pas revenu sur le niveau de la ceinture. Il doit nous dire le niveau de la ceinture aujourd'hui. Et il doit aussi nous dire ce qu'il a fait réellement par rapport à tout ce qu'il a promis par rapport à la démocratie, contre lequel il s'est battu entre 2018, 2012 et 2016. Ce qu'il en a fait après 4 ans de gouvernance, il doit aussi nous le dire. M. Adoukonou. J'ai du plaisir à écouter M. Delon-Faton, puisque j'ai l'impression, c'est pas l'impression, j'ai en face de moi vraiment des hommes politiques. Et les hommes politiques, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire l'agneau. On montre que si c'est moi qui étais là, tout va être bien. Mais on sait que si on est là, on ne pourra pas le faire. En fait, je n'ai jamais demandé au peuple béninois de devenir chef de l'État. Depuis que je fais la politique là, je n'ai jamais demandé ça au peuple béninois. Non, je n'ai pas encore demandé moi. Vous êtes un parti politique qui aspire quand même à gouverner. Pas pour le moment. Ce que je vais dire de façon globale, même sans tenir compte de cette tournée-là, parce que vous savez, moi j'ai écouté le chef de l'État à Malanville qui a dit quelque chose de très 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 important. Et j'ai compris que c'est vraiment un homme qui est sérieux dans sa gouvernance. Très sérieux. Parce qu'il a dit que qu'est-ce que vous pouvez attendre de mon prédécesseur, de moi et de ceux qui vont venir. C'est de voir si les ressources qui sont disponibles, est-ce que nous les utilisons bien? Est-ce que ce qui est pour tout le monde là, est-ce que nous faisons de l'effort pour que quelques groupes, quelques individus ne se l'amassent pas? Est-ce que les problèmes que nous avons, est-ce que nous les gérons de façon efficiente? Au fait, ça là, c'est les fondements même de l'économie. C'est les fondements même de l'économie. Et les hommes politiques n'aiment pas le dire. Et il faut qu'on commence par le dire. Et c'est ça qui fait que vous allez voir toujours, on élit les chefs de l'État avec une euphorie. Mais avec le temps, on est toujours insatisfait. Parce que ce que les politiques mettent dans la tête de la population, en réalité, c'est de l'utopie. C'est de l'irréalisme. C'est-à-dire que lorsque nous voulons définir l'économie, en fait, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est l'allocation des ressources rares aux besoins illimités. Ça, le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a d'économie que dans un environnement où les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. C'est-à-dire que si nous sommes en phase des biens libres, il n'y a pas d'économie. Si le chef de l'État était élu pour donner de l'air à tous les Béninois auront déjà de l'air. Puis sans l'air, vous ne pouvez pas vivre.
si c'est un bien libre, où il n'y a pas de contraintes, si c'est ça que le chef de l'État devait faire, il l'aurait donné à tout le monde. Si le chef de l'État était élu pour que tous les Béninois puissent voir le ciel, à moins que vous ne soyez aveugle, vous allez voir le ciel. C'est parce que justement, le fonctionnement de l'économie, c'est dans un contexte de bien rare. Et donc, ce que nous devons rechercher chez les gouvernants, ce n'est pas de voir s'ils sont arrivés à satisfaire tout le monde. Ou bien est-ce que lorsqu'ils sont venus, est-ce que tout le monde est rassasié? Est-ce que tout le monde mange? Non. Ça là que nous disons là, c'est le langage du politique. Et nous savons que dans aucun pays du monde, il n'y a pas un pays où tout le monde mange. Il n'y a pas un pays où ce qu'on dit au Bénin ici là n'existe pas. C'est propre à toutes les économies du monde. Donc, ce qui est recherché, ce n'est pas de voir si on a réglé tous les problèmes de Béninois. Aucun président ne peut le faire, et aucun président ne peut le faire. Même Dieu qui a créé l'homme, l'homme a dit qu'il est insatisfait par rapport à son créateur. Donc, ce que nous recherchons là, ce n'est pas de voir si, bon, on a tout fait, tout est non. Mais c'est de voir si, est-ce que le peu de ressources que nous avons, est-ce que le gouvernement arrive à mettre les dispositions nécessaires pour que ces ressources ne s'évadent pas, pour que nous ayons quand même assaini l'assiette fiscale, pour avoir beaucoup de ressources. Premier élément, en la matière, sous le régime de Talon, c'est le top. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qu'on a dans l'UEMOA et dans l'Afrique francophone qui le disent. Ça a été fait. En matière donc de la gouvernance, est-ce que ces ressources qui ont été mises là, est-ce que ça a été bien géré? Transparence budgétaire. Nous étions premiers en Afrique francophone. Ça veut dire qu'en la matière aussi, c'est bien fait. Si on a déjà engrangé ces points-là, en toi, pour moi, en tant qu'économiste, c'est bon. Mais c'est le politique qui va vous dire que non, est-ce que vous là, vous avez eu ce que vous voulez? Est-ce que vous avez fait ci? Vous avez fait ci? C'est ça le langage du politique. Et nous devons commencer par corriger le tir, M. Delors-Faton. Parce que demain, nous-mêmes, nous sommes appelés à occuper ce fauteuil-là. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'ambition pour le présidentiel, mais vous ne connaissez pas votre destin. Oui, pas lui, pas lui. Et lui, il a dit pas lui. Oui, pas lui. C'est aujourd'hui. Mais il ne connaît pas son destin. Le président Patrice Talon, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ne peut pas dire avec certitude qu'il va s'asseoir là. Et peut-être qu'il aurait fait, s'il était un homme politique comme nous, il aurait fait des critiques comme ça. Et aujourd'hui, il serait assis dans ce fauteuil en train de vivre la réalité. Donc, nous les hommes, les acteurs politiques, nos partis politiques doivent commencer par nous former à changer le discours politique. Parce que le discours politique que nous faisons là, c'est ça qui fait que nous avons quelques années, après quelques années de gestion, le peuple au dos. Parce que le peuple, n'étant pas vraiment informé de ces mécanismes-là, lorsque vous lui promettez ciel et terre, il attend ciel et terre. Mais vous savez que vous ne pouvez pas donner ciel et terre. Donc il faut qu'on commence par changer de discours. Il faut qu'on commence par changer le discours. Les discours que fait M. Delors-Faton là, pour dire, est-ce que ceci a fait ceci, est-ce que tout le monde a mangé, est-ce que ceci a fait ça. C'est des discours politiques. Aucun président du monde ne peut le faire. La seule chose que nous demandons et que le président Patrice Talon le fait si bien, c'est qu'il faut bien gérer le peu de ressources mises à disposition pour que le grand groupe en bénéficie. Il parle des collines, il parle de ça avec l'eau. Comment? Dans les collines, il faut aller demander. C'est ce gouvernement qui a mis 50 milliards pour maintenant donner de l'eau aux populations des collines qui en témoignent. L'eau était rare dans les collines compte tenu de la structure géologique. C'est ce gouvernement qui a trouvé d'autres moyens pour pouvoir regrouper l'eau de ruissellement et traiter pour que la population ait de l'eau avec 50 milliards. Nous sommes à près de 70% de la population aujourd'hui qui a accès à l'eau potable. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'un gouvernement? La plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Quand il parle de l'eau, il parle des barrages agro-pastoraux qu'on sort. Ce n'est pas le gouvernement qui a commencé les barrages. Je sais qu'il y a des localités, des collines, par exemple à Savalou, il y a des endroits où c'est difficile de trouver de l'eau. Et que le gouvernement a fait des efforts. Personne ne peut tout faire, l'État a une continuité. A fait des efforts pour contrôler l'eau. Quand on dit que l'État a une continuité, qu'est-ce que vous comprenez? Quand il me parle de transparence, de bonne gouvernance, je veux aussi
C'est pas moi qui parle, j'ai des doléances au fait envers le chef de l'État. C'est les statistiques, c'est pas moi. Comme la continue, il faut qu'il trouve un endroit aussi pour dire combien gagne ses ministres. Et que lui-même combien il gagne. Parce que c'est nous qui le payons. Il doit trouver un endroit dans ses déclarations pour dire à la population qu'il a élu que depuis que je suis là, je gagne tel montant et mes ministres gagnent tel montant. Il faut qu'il le dise. Tant qu'il n'a pas dit, l'argent volé dont il va là, c'est lui et ses ministres qui le volent. Et qu'ils ne veulent pas dire à la population combien ils volent. Et c'est à cause d'eux alors, c'est maintenant eux qui volent dans leur poche. Vous trouvez que les autres c'est un vol? Qu'ils nous disent combien ils gagnent. Parce que c'est une transparence aussi. La transparence demande aussi qu'ils nous disent ça publiquement. Et qu'on le connaisse. On connaît pour tous les chefs d'État au monde entier. Il y a que celui qu'on ne connaît pas. Au monde entier, on connaît ce que gagnent tous les ministres. Il y a qu'au Bénin qu'on ne connaît pas. S'il ne dit pas, ça veut dire que c'est l'argent volé là. C'est eux, lui, c'est ministre qui vole alors. Et qui empêche les autres de voler maintenant et que la population a faim. Il faut qu'ils nous disent combien ils gagnent chaque fois qu'on le sache. Je le tiens une doléance que lui fait. Soit il doit dire ça quelque part aujourd'hui, ou demain il faut qu'il le dise, bien s'il vient dans le sud là, trouve un endroit pour dire je gagne tel montant, je gagne tel montant. Sinon la transparence n'est pas une réalité. Et si la transparence n'est pas une réalité, que ça mauvaise gouvernance cauteuse et je dis même clandestine. Et il faut qu'il le fasse. Après. Une gouvernance clandestine. Oui, ça se gère entre deux coins quelque part, et personne ne connaît réellement de quoi les questions. Après quand je lui dis ça, vous savez. Vous en souriez vous-même. Oui, mais écoutez. Vous n'y croyez pas vraiment. Non, qui n'est pas convaincu de ce que vous n'y croyez pas vraiment. Non, qui n'est pas convaincu. C'est vrai. Non, vous savez. Cette situation, à la limite, ça arrive aussi. Ça arrive parfois qu'on en fait trop. On prend tout pour faire la politique. Non, c'est pas qu'on en fait trop. Vous savez. C'est comme si on se moque de nous royalement et on vient encore nous narguer. Parce que chaque fois, si l'État se moque de nous, il vient nous narguer. Parce qu'il refuse de nous dire ce qu'il gagne. Et il va dire aux gens que c'est nous qui volons. Que c'est les régimes qui ont passé avant lui là qui volaient. Et que lui ne vole pas. Ses amis ne volent pas. Non, il n'a jamais dit ça. C'est clair. Il dit que c'est l'argent volé qui circulait. Et ça circulait au temps de qui? Il n'a indexé personne. Ça circulait il a parlé d'une responsabilité. Non, il n'a ciblé personne. Il a parlé de responsabilité collective. Il n'a pas dit Yahi, Soglo. Nous faisons de la déduction. Il dit que sous Soglo, sous Yahi, Kérékou, on volait l'argent. Il n'a même pas spécifié. Lui ne vole pas. Et ça, lui ne vole pas. Il dit s'il ne vole pas. Au moins, sur les autres détours, on ne va pas faire. Mais au moins qu'ils nous disent ce qu'ils gagnent. Avant ça, la fin de la tournée. Quand on a dit ça. Il vous aura entendu. Alors moi, je ne fais pas de la politique, M. Adoukou. Je fais du concret. Je passe pas ce que le chef d'État a dit. Ce État-là, dans ce pays, il a dit, allez le PAG. Il a dit qu'il va atteindre 7% taux de croissance de manière durable pour lutter contre la pauvreté. C'est lui, c'est dans le PAG qu'il a écrit. 7%. À ce jour, quel est le pourcentage qu'on a atteint de manière durable depuis qu'il est au pouvoir? 6%, 7%, on a atteint ça tous les régimes. En 2013, on a atteint 7%. Sous Yaïboni, sous plusieurs régimes, on a atteint 7%. Et qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui réellement? Parce que dans son PAG, il a posé un postulat. Il dit pour qu'on lutte contre la pauvreté, il faut atteindre 7% de manière durable. Est-ce qu'aujourd'hui, il a pu amorcer cette lutte contre la pauvreté? Non, il n'a pas amorcé. Ça veut dire que ce qu'il a promis, il a échoué. Et je veux seulement qu'il reconnaisse à la population quelque part que j'ai échoué, que 5 ans ne suffisent pas pour faire le job. Parce que lui qui a dit, il n'a pas de miracle en début de son mandat, qu'il peut faire le miracle. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de miracle. Il dit qu'il n'y a pas de miracle. Il a le mérite de la sincérité. Il avait dit qu'il y avait... Non, c'est pas la sincérité. Il a dit qu'il veut faire le miracle. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire le miracle. Il reconnaît qu'il n'y a pas de miracle. Mais qu'il reconnaisse aussi qu'il a échoué, que le chemin qu'il a pris pour donner le bonheur au peuple béninois est un chemin chaotique sur lequel personne ne peut passer pour donner le bonheur. Et qu'il fasse l'effort de revenir en arrière pour se rendre compte d'une évidence. Nul n'est plus intelligent que tous les autres dans un pays. Et qu'un pays, c'est l'union des contradictions. Il faut arriver à écouter ces contradicteurs pour se mettre ensemble, pour que de ce que les autres disent, qui ont même l'air d'être, je dirais, à la limite énervant, avoir la patience de les écouter aussi pour intégrer tout. Tant qu'il ne va pas intégrer tout ce que les autres disent et que c'est lui seul qui va gouverner de manière solitaire, les résultats sont là et vont encore s'empirer. Et la cote de popularité ne va pas augmenter, mais ça va encore baisser. Et ça va baisser encore parce que si vous voyez ce qui se passe, lors de sa tournée, il fait déclaration de contre-déclaration. Et au lieu de s'occuper de ça, pour que la popularité qui est en train de vouloir remonter, il crée encore d'autres problèmes ailleurs. Adoukou. Non, je crois que Michel Delors-Faton s'essaye un exercice très difficile, hein, parce que lorsque les réalisations du gouvernement crèvent à l'œil,
pour aller contre, c'est pas facile. Donc, on cherche tous les arguments possibles. Ce que je vais encore dire à M. Delofaton, parce que j'ai dit, nous allons faire maintenant moins de politique. Lorsqu'il parle de taux de croissance et autres, tout ça là. Je suis politique et vous êtes politique. Ce que je vais vous dire. Nous allons faire la politique. Oui, non, on va faire moins. J'ai dit que je vais faire moins de politique. Nous allons faire la politique. J'ai dit que nous allons faire moins de politique. Allez-y. Ce que je vais vous dire aussi, que ce soit le PAG, et etc., c'est des projets, c'est des programmes et c'est des prévisions. Et moi, dans ma position, je ne condamnerai pas un gouvernement s'il n'a même pas atteint ce qu'il a prévu. Mais c'est les raisons qui ont poussé à ne pas atteindre qui me feront prendre une position. Parce que lorsque nous faisons des prévisions, c'est en tenant compte de tous les 6 systèmes qui doivent y contribuer à la réalisation. Si les partis politiques avaient un rôle à jouer dans ce processus pour qu'on y arrive, et que de façon désintéressée ou bien sans bonne foi, les gens mettent les bâtons dans les roues. Lorsque le président Talon est venu, il a fait combien de mois pour que la politique commence? Pour que les gens qui pensent qu'il va faire un mandat là, commencent par préparer le mandat qui vient. Et on a commencé par tirer dans tous les sens. Oui, mais on vous dira que ça c'est normal, c'est la mauvaise foi politique. Mais non, c'est pour vous dire que... Le président de la République n'est pas naïf non plus. Non, c'est pour vous dire que lorsque un gouvernement présente son programme d'action du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement seul qui veut le réaliser. Le gouvernement peut-être est à la phase pratique, technique, opérationnelle, mais tous les citoyens doivent savoir que pour atteindre cet objectif, chacun devait jouer sa partition. Lorsque notre budget est essentiellement fiscal, et que c'est sur les recettes fiscales par exemple, qu'on a fait des projections, et que les citoyens, s'ils ne comprennent pas, ne paient pas les impôts par exemple, ou bien essayent de rester dans... Quand vous chassez ceux qui doivent payer les impôts du pays, ce que moi je dis là, c'est technique. Et que on n'arrive pas à faire les recettes qu'il faut. Est-ce que vous pensez qu'on peut réaliser ce qu'on a prévu? C'est pourquoi je vous ai dit que même si dans l'ensemble beaucoup de choses ont été réalisées, on aura l'occasion à la fin de l'année de faire le point en termes de chiffres. En termes de chiffres, les travaux se font déjà et on ne viendra plus sur le plateau. Donc je dis à M. Delofaton de préparer les chiffres. Parce que d'ici là, le gouvernement va sortir les chiffres. Et quand on va venir sur le plateau là, on va faire chiffre contre chiffre. Donc il n'a qu'à préparer les chiffres à leur niveau. Le gouvernement fait son travail déjà. Donc, beaucoup de choses ont été réalisées. Mais par endroit où on n'a même pas atteint les objectifs, quelles étaient les causes? Lorsqu'on n'a pas prévu un contexte de Covid-19 par exemple, et que cela survient, mais cela doit indéniablement avoir un effet sur les prévisions, sur les taux de croissance. Et dans le monde entier, cela a impacté tous les pays du monde. Et heureusement, le Bénin en fait partie encore des top 10 qui ont eu une économie de résilience, qui a résisté au choc de Covid-19. C'est ça, c'est pour montrer que l'économie est en train d'être structurée. Le Bénin aujourd'hui, face au Covid-19, face à la fermeture de la frontière du Nigeria, est resté quand même encore dans les top 10 d'économie de résilience. Donc, il faut avoir l'honnêteté de dire que quelque chose se fait. Voilà. De toute façon, on aura le temps de faire le bilan. Oui, il faut avoir l'honnêteté de dire que quelque chose se fait. Nous allons passer. C'est pas on va faire la politique tout le temps. Nous allons devoir passer au second sujet après cette transition. Alors,
je reviens directement sur Delors Faton parce que ça vous concerne en premier chef. Est-ce que je vais aller droit au but? Est-ce que Yarou Hunkwe, la guerre est déclarée? C'est vrai que tout au long de la semaine, on a eu des déclarations contradictoires. Yarou candidat, non, je n'ai fait aucune déclaration du genre. On a vu des posters du SEN, du secrétaire exécutif national, si je ne me trompe, des FCBE circuler ici et là. Qu'est-ce qui se passe au sein des FCBE? FCBE se porte bien et plus que jamais mieux qu'hier. FCBE est en train de préparer les élections présidentielles 2021 à laquelle nous allons participer. Et comme il est tout dit, le prochain président sera FCBE. Ah non, il n'y avait pas cette précision. Ah, je le précise alors, je le précise alors, le prochain président sera FCBE. C'est un scoop. Je le précise, ce n'est pas un souhait. Pour moi, c'est une conviction. On dit en fond chez moi, même si je n'ai pas l'argent là, 10 milliards là. Pour moi, c'est pas un problème. Allez-y. 1 milliard là, c'est pas. Allez-y. Et je ne fais pas d'incantation sur ça. Allez-y, oui. Et c'est normal qu'il y ait des ambitions qui se dévoilent, qui se révèlent et puis qui se cognent. Notre président secrétaire général, notre secrétaire exécutif national, M. Paul Hunkwe, a dit qu'il est candidat. C'est son droit. Donc ça, c'est officiel. Il a dit qu'il est candidat. Il a dit sur sa page Facebook qu'il est candidat. C'est officiel. Mais il est candidat à quoi? Il est candidat à la candidature au sein de FCBE. Parce qu'il est membre du parti FCBE. Il est secrétaire exécutif national du parti FCBE. Et dans notre parti, il y a un mécanisme, une procédure pour désigner le candidat. Notre article 57 précise le mécanisme à travers lequel on peut désigner le candidat. Et s'il est le secrétaire exécutif national du parti, il doit se conformer au mécanisme de sélection du candidat. Et qu'aujourd'hui, il est candidat à la candidature du parti FCBE. Et c'est normal, c'est même une innovation. C'est ce qu'on aurait même souhaité partout au Bénin et partout en Afrique. Que les partis politiques créent cette émulation à l'intérieur. Fassent les primaires. Et qu'à l'intérieur, même si ce n'est pas les primaires, si ce n'est pas consensus, qu'il y ait quand même des ambitions. Et que déjà à l'intérieur, les gens cognent les méninges et qu'on sente ce qu'ils valent. Parce qu'il n'est pas question que quelqu'un quitte nulle part et vienne dire qu'il est candidat et qu'on court derrière lui sans connaître qui il est, ce qu'il a. Il faut qu'il y ait quand même un creuset à travers lequel on le jauge, on l'apprécie. Et quand il sort de ce creuset, comment ça se passe aux États-Unis un peu partout, il sort d'abord aguerri. Il sort d'abord un peu secoué à l'intérieur. Et ça lui permet de se renforcer avant d'aller faire le grand challenge à l'élection présidentielle. C'est ce à quoi nous avons aujourd'hui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui au sein du parti FCBE. Oui, mais il y a beaucoup de personnes. On ne connaît pas encore les ménages, mais ça non, fait non, beaucoup de on connaît bien sûr les messages sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Vous avez l'autre écrit, l'autre aussi écrit. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres aussi qui écrivent. Il y a des noms qui sortent. Vous avez parlé de Théophile Yarou, vous avez parlé de Paul Hunkwe, mais il y a d'autres noms qui susurrent sur les réseaux sociaux. On écrit. Delors Faton. Non, moi je n'ai pas encore l'ambition d'être chef de l'État. Vous savez, c'est trop lourd à porter. Il ne faut pas s'amuser avec des choses trop sérieuses. Cette affaire est trop sérieuse pour que, parce que je ne pas venir de la télévision, je bavarde un peu, je ne vais pas rêver. Non, je ne rêve même pas de ça pour le moment. Je pourrais rêver de ça un jour, mais pour le moment là, je n'ai pas encore la carrure qu'il faut. Je n'ai pas encore le leadership et le parcours politique qu'il faut pour avoir une telle ambition. Je me forme, j'apprends au quotidien aux côtés d'autres que je pense capable de faire le job. Comme l'autre l'a dit, mais le job pas à sa manière, le job de manière digne et efficace et même efficiente. Je me bats de ceux-là pour que s'ils sortent de ces primaires au sein du parti FCBE, qu'ils puissent être ceux qui sont à même de répondre aux aspirations de ce peuple béninois. Et que ce qui se passe en notre sein, que les gens arrêtent de penser qu'il y a une guerre. Non. C'est des ambitions qui s'expriment. Et moi, en tant que communicateur politique, je suis content. Et je suis de près ce qui se passe. Je suis sur les jeux de communication que les autres font. Et ça me permet d'apprécier le dynamisme du parti. Et je suis heureux. C'est vrai que les militants et même les sympathisants et même la population s'inquiètent, disent oh, c'est le déluge, le deuxième crash, bientôt l'explosion, bientôt. Non, il n'y aura aucune explosion. Nous allons faire les choses suivant nos tests. Et je suis tellement confiant au respect des tests du parti FCBE. Vous allez voir, quand on aura fini, chacun va rentrer dans sa coquille. Et quand le candidat sera dégagé, il va dégager selon les procédures. L'article 57 de notre statut a précisé. Et c'est à ça que nous sommes en train d'aller progressivement. Et il y a
un comité ad hoc qui s'installe, qui va s'occuper de tout ce qui concerne la désignation de la candidature. C'est vrai, là où j'aurais voulu donner raison aux gens, c'est pas par rapport à l'expression des ambitions, non. C'est par rapport au timing. Nous sommes en train d'aller à une élection présidentielle dans 5 mois aujourd'hui. Et s'il y a 5 mois, nous n'avons pas encore notre duo de candidats, on pourrait dire que nous sommes en retard. Et que mobiliser l'électorat dans tout le Bénin, mobiliser, parce que ce n'est pas seulement l'électorat, il y a tellement de choses qu'il faut avoir, l'arsenal, la logistique qu'il faut avoir. En 4 mois, on pourrait dire que nous sommes en retard, mais non. On n'est pas encore en retard. En dehors de ce qui se voit sur les réseaux sociaux, il y a ce qui se fait à l'ombre progressivement pour que quand on aura désigné le candidat, j'espère qu'avant la fin du mois ou bien début du mois prochain, le peuple béninois connaîtra quel est notre duo de candidats pour qu'on s'apaise, que nos militants, je leur dis, je profite pour lancer un message, de ne pas s'inquiéter. Nous sommes là et on a la maîtrise du jeu au sein du parti FCBE. De votre côté, comment vous voyez tout ce qui se passe à ce niveau? Je ne suis pas FCBE, donc je ne saurais trop me prononcer sur ce dossier, mais en tant qu'acteur politique, je peux apporter quelques conseils et quelques observations aussi. Les observations surtout. Les conseils. Les observations. La première observation que j'ai et qui est fondamentale et que M. Delors doit retenir et aller faire le point, c'est que l'élection présidentielle telle que définie dans notre constitution actuellement est une élection présidentielle indépendante parrainée. Indépendante parrainée. Parce que si vous ne comprenez pas bien les tests, vous serez surpris à un moment donné. Parce que ce que vous faites à l'intérieur là, c'est bon. Si vous arrivez à vous retrouver. Mais dans le cas où vous n'allez pas vous entendre, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au fait, le parrainage va se faire comment? Le parrainage, ce n'est pas le parti politique qui va parrainer. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que votre parti a dit non à un candidat X qui signifie que celui-là ne peut plus être candidat, c'est pas ça. Vous pouvez dire non. Nous ne voulons pas X. Conformément à votre article 57 là, c'est Y que nous voulons. Si vous arrivez à vous entendre, c'est bon. Mais lorsque les deux n'arrivent pas, les candidats n'arrivent pas à s'entendre, il y a la possibilité que demain, c'est le candidat que vous n'avez pas choisi qui puisse réunir les parrains. Parce que, tel que ça va se passer, c'est le candidat, conformément à l'article 41 du Code électoral, qui va recueillir les parrainages et aller déposer son dossier à la Sénat. Donc, cela est à prendre en compte dans l'application de votre article 57 là. Je voudrais dire concrètement quoi? Je prends deux messieurs X et Y au sein des FCBE. Je donne ces observations là parce que c'est ce que nous avons dit avant les législatives et que les gens n'ont pas pris en compte et on est venu à une étape où on a dit qu'on a été exclu. C'est ça que je suis en train de reprendre là maintenant. Il faut voir les tests d'abord avant de voir les comportements que nous observons. Il ne faut pas vouloir adapter les comportements aux tests, mais c'est les tests qu'il faut voir et maintenant voir les comportements à adopter. Lorsque je prends deux personnes par exemple au sein de la FCBE et que au niveau du bureau politique, ça c'est moi ça, hein, parce que ça dépend de là où je veux. Et je prends un monsieur que nous ne voulons pas au niveau de notre bureau politique, c'est-à-dire qui n'est pas arrivé à réunir la majorité au niveau du bureau politique, mais qui visiblement est arrivé à regrouper les parrains, alors que celui que nous choisissons n'est pas arrivé à regrouper les parrains. Quand je suis en face d'une situation pareille, quelle option je fais? L'option que nous faisons, c'est parce que celui que nous voulons là, même si nous le choisissons, tout le monde est d'accord pour lui dans le parti, et qui n'a pas les parrains, il ne pourra pas aller. Et celui que nous ne voulons pas, comme lui a les parrains, et que ce n'est pas le parti qui présente, il va aller déposer au moins ses dossiers, et il sera candidat. Mais qu'est-ce qu'il va suivre? Ce qu'il va suivre, c'est que le parti va commencer par dire que il n'est pas notre candidat, il n'est pas le candidat du parti, mais ça va permettre à nous autres de faire rapidement le chaos. Ça, je le préviens. Parce que le jeu que vous faites là, il faut bien analyser les tests. Donc,
Je souhaite qu'il y ait l'harmonie entre vous, c'est chose-là. Mais dans le cas contraire, moi j'aurais déjà dit, tablez d'abord sur celui qui arrive à regrouper les pareils. Monsieur Adoukono a de bons conseils pour la FCBE. Non. Il garde ses conseils pour lui. D'accord. Je suis membre du parti FCBE. Il n'est pas dit que FCBE doit aller aux élections obligatoirement. Ah, mais vous annoncez un président. Non, écoutez. Je le précise, je suis très clair dans ma logique. Voilà. Il n'est pas dit que FCBE doit aller aux élections obligatoirement. Oui. Nous ferons tout ce que nous devons faire. Oui. Si les professionnels en exclusion pensent qu'ils peuvent encore exclure notre foi, qu'ils excluent. Nous allons gérer les conséquences ensemble. Mais ce qui est sûr, nous, notre parti va respecter ces tests. Notre parti n'a jamais parlé du parrainage qu'il faut chercher quelque part avant de venir. Notre parti respecte les tests. Et après les avoir reçus les tests, nous désignons notre candidat. Le candidat désigné par le parti ira chercher les parrainages. Si la mouvement ne donne pas les parrainages à notre candidat qu'on a choisi et qu'il veut donner à notre personne, ça fait le affaire là-bas. Nous, le parti aura choisi, va faire tout ce qu'il faut. Si on choisit notre candidat et de manière démocratique et en suivant nos tests, parce que j'y tiens beaucoup. Je ne me lis pas pour la FCBE pour quelqu'un. Je ne me lis la FCBE par conviction et pour le respect de certaines dispositions du test. Si le jour où vous commencez par ne plus respecter vos tests, vous êtes mort et vous permettez à ce que tout désordre s'organise et vous ne pouvez pas contrôler. Les tests sont prévus des modalités. On les respecte jusqu'au bout. Si on finit qu'on a notre duo et qu'il négocie les parrainages et qu'il discute pas les parrainages, nous prendrons l'opinion publique nationale et internationale à témoin. On aura fait ce qu'on peut faire. Si les exclueurs professionnels vont exclure, qu'ils excluent. Mais en ce moment-là, on va gérer. Mais pour le moment, c'est conseil qu'il les garde pour lui. Parce que nous ne sommes pas quand même des nés hier. Nous savons quand même faire aussi toutes les analyses possibles. Mais toute analyse faite, la position qui est la nôtre, elle est inchangeable. Nous respectons nos tests et personne ne peut nous imposer une autre injonction. Merci de l'Orfaton, merci Antoine Adoukono. Le duel de ce dimanche 15 novembre est terminé. Monsieur Adoukono, la régie va nous interrompre. Alors, mesdames et messieurs, le duel de ce dimanche politique s'est terminé. Merci de l'Orfaton, merci Antoine Adoukono pour votre présence très productive de ce matin. Ce qui va suivre, c'est l'hebdo des éditorialistes avec Rafiatou Mamadou et ses invités. Nous vous retrouverons après le bulletin à 13h30 pour le débrief de dimanche, c'est politique. Voilà, d'ici là, portez-vous bien.